Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, on va parler de tennis après la victoire de Novak Djokovic au Masters de Turin. Qui de mieux pour parler de tennis que Flavien? Salut Flavien. Salut Corentin, bonjour à tous. Salut Timothée. Salut Corentin, salut à tous. Et salut Louis. Salut Corentin, salut à tous. On va donc revenir sur ce Masters 2023 avec cette victoire, encore une fois, pour la 7e fois de sa carrière de Novak Djokovic. Alors juste pour rappeler avant, donc il a gagné 6-3, 6-3 contre Yannick Sinner en finale. Et juste pour faire un petit point, au niveau des phases de groupe, il s'est imposé face à Rune, Sinner et Hurkacz et a perdu face à Sinner. Il s'est imposé face à Alcaraz en demi-finale, 6-3, 6-2 avant donc de s'imposer en finale. Flavien, pour commencer, qu'est-ce que tu retiens de ce Masters ? Comme tout master, de toute façon, ça réunit les 8 meilleurs joueurs du monde. On a toujours de belles éditions. Autant les phases finales elles étaient un petit peu décevantes, un peu à sens unique, autant les phases de groupe on s'est vraiment régalé. T'as parlé de la victoire de Yannick Sinner face à Novak Djokovic en phase de poule, ça a duré 3h09 minutes il me semble, 7-6 au 3e, ils sont pas beaucoup à réussir à battre Novak Djokovic au tie-break du 4e, la performance elle était incroyable, et puis Sinner il était poussé par son public qui jouait à domicile chez lui en Italie. C'est vraiment un match exceptionnel. Novak Djokovic en plus qui est pas passé loin, qui est passé proche de l'élimination, puisque pour rappel, si Yannick Sinner battait Holger Rune en phase de poule, si Holger Rune battait Sinner, Novak Djokovic était éliminé. Il a eu une balle de break, Rune en fin de 3e set, faute directe en revers, et finalement Sinner s'est imposé, donc en plus de se qualifier, il a qualifié Novak Djokovic, et je pense qu'il le regrettera peut-être un petit peu. C'est la loi du sport et la loi du Masters, mais ça montre aussi. Ce tournoi montre la force de caractère de Novak Djokovic. Il se fait battre par Sinner dans un scénario complètement fou où c'était hyper serré. Il a eu les clés du match en main. Après, il a été breaké, il est revenu. Enfin bref, il a vécu toutes les émotions dans ce match. Mentalement, c'est là où tu vois aussi. Je me permets, mais c'est là où tu vois aussi la mentalité d'un grand champion, parce que il perd contre Sinner en groupe, on se dit qu'il va l'affronter de nouveau en finale. Il y avait et justement c'est là qu'il prend toute sa force, et il l'a dit, son coach l'a dit après le match, il a dit il perdra jamais de sa vie 2 fois contre le même joueur dans le même tournoi, donc et c'est ce qui lui a donné la force de remporter cette finale haut la main. Il y a vraiment pas eu de match, donc non, juste Novak Djokovic incroyable, il bat un nouveau record. Là il était à 6 victoires en Masters, il était encore égalité avec Federer, mais maintenant il lui passe devant et c'est un nouveau record pour lui. Incroyable. Je sais pas comment on peut qualifier Novak Djokovic, mais c'est sans doute l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Sportif le plus accompli de l'histoire du tennis. Je pense que les chiffres ils sont là. Et puis la fin de tournoi elle était exceptionnelle. Donc il perd contre Sinner son 2e match de poule. Son équipe a pas vu Djokovic de la journée. Il est pas allé s'entraîner, il a pas tapé une balle. Ils ont pas eu un mot. Ils étaient même pas sûrs de le voir arriver sur le court face à Hurkacz. Il est venu, il a gagné. Et après la fin de tournoi, il a été injouable face à Alcaraz. On s'attendait tous, comme à Wimbledon, comme à Cincinnati, comme l'année dernière à Madrid, un match de fou. Il a remis l'église au centre du village. Il a dit c'est moi le patron. J'ai 36 ans, t'as 20 ans. Je suis numéro 1 mondial. C'était exceptionnel. Et la finale face à Sinner, il était intouchable, il retournait tout, clinique au service, il trouvait une longueur de balle, une puissance en coup droit. Pendant un set et demi, il était sur un nuage et on a cru voir un Djokovic de 2011 ou de 2015, c'était exceptionnel. Après, je pense qu'il faut quand même un peu relativiser sur la victoire, notamment contre Carlos Alcaraz, parce que c'est pas le Alcaraz de la première partie de saison. Franchement, physiquement, il est plus du tout au même niveau. Je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais oui, justement, qu'est-ce que tu penses d'Alcaraz dans ce Masters en tout cas? Oui, on l'a vu, je vais rebondir sur ce qu'a dit TTC, on l'a vu qu'il y avait un déficit physique, surtout depuis la tournée asiatique, corrigez-moi si je me trompe, mais on a vraiment vu des résultats en dents de scie et des résultats aussi décevants. Il a perdu sa place de numéro 1 pas assez bêtement, c'est peut-être un peu dur, mais très facilement, c'est peut-être le mot plus juste. Mais en tout cas, après Wimbledon, on s'attendait vraiment à ce qu'il continue sur sa lancée, et ce qu'il roule encore sur tous les autres joueurs. Justement, tu me dis si je me trompe, mais on a l'impression qu'il était un petit peu à bout de souffle, au bout du rouleau. On sentait qu'il fallait que ça se termine cette saison. Je pense que, parce qu'il a mis énormément d'énergie dans Roland-Garros, Wimbledon, Cincinnati. Je pense qu'il a mal géré ses efforts et ça a été une saison avec énormément d'amélioration, mais aussi il a appris énormément de choses et sur son physique, sur lui, et je pense qu'on va peut-être le voir l'année prochaine sur une plus grande durée de temps. En tout cas, il aura un plus grand physique.
Timothée, tu voulais réagir Ouais, en fait, je pense que c'est une fatigue tout simplement qui suit sa très grosse saison, contrairement à un Djokovic qui fait, je crois, 12 ou 13 tournois, 13 tournois avec le Masters cette année. Alcaraz, il en fait beaucoup plus et il joue par exemple à Buenos Aires, à Rio, au Queens, enfin des tournois que Djoko ferait plus et fait plus depuis plusieurs années. Donc c'est aussi, je pense, que ce qui explique sa méforme de fin d'année, mais après, il faut pas baisser la garde. Je pense que Carlos Alcaraz dans les prochaines années va gagner des grands chelems et des grands chelems, et évidemment sa fin de saison il faut relativiser. Je pense que ça veut pas ça veut rien dire sur le niveau de Carlos Alcaraz. Évidemment il a le potentiel de remporter les très grands titres et de continuer sur la même je sais pas comment dire, la même lancée que sa première partie de saison 2023. Ouais, il faut préciser qu'il a que 20 ans, c'est sa, je dirais, 3e saison complète sur le circuit. Novak, lui, ça fait depuis 2001, 2002, je crois qu'il est sur le circuit. Il se connaît beaucoup mieux, et puis il a 36 ans, Novak, et à 36 ans, tu as la possibilité de ne pas participer à tous les Masters 1000. Tu peux mieux façonner ton calendrier ATP. Alcaraz, lui, il ne peut pas le faire encore à son âge. En fait, quand tu as atteint, je crois, 600 victoires en carrière et que tu as plus de 35 ans, tu peux le faire. Alcaraz ne peut pas le faire. Et puis ouais, Alcaraz, comme tu l'as dit, Louis, il a perdu sa place de numéro 1. Et pour préciser, Djokovic, c'est la 8e fois de sa carrière qu'il termine numéro 1 mondial, donc encore un record. Après lui, c'est Sampras. 400e semaine en classement ATP en étant ouais, cette semaine. Lundi, là. Ouais, non, mais c'est complètement incroyable. Et il va continuer à battre des records. Il l'a dit, après sa carrière, là, il remporte 3 grands chelems. Il fait finale à Wimbledon. Il remporte le Masters. Il est numéro 1 à la fin de l'année. On pourrait penser qu'il ne peut pas faire mieux, en tout cas c'est impossible, surtout à son âge, mais là en conférence de presse d'après Masters, il disait que l'année prochaine il voulait gagner les 4 grands chelems et les JO. Ça montre sa force de caractère et on va en parler de l'année prochaine. Sa mentalité, sa soif de victoire. Et justement là on va faire un petit retour, un petit débrief de cette année 2023, de cette saison 2023 de tennis. On va commencer avec les tops et flops de chacun. Donc les tops, on va commencer par les tops de 2023. Louis, est-ce que tu veux commencer pour tes tops? Avec plaisir. Moi, mon top, ça va être Hubert Hurkacz, le Polonais qui a réussi à s'immiscer au Masters de Turin en fin d'année. Moi, il m'a énormément surpris parce que de mon point de vue un peu extérieur, je connais le tennis que depuis très peu. Pour moi, c'était juste un joueur qui avait un bon jeu de service et un jeu de retour pas très bon, et en gros qui était énormément sur son service. On allait souvent au tie-break, ses matchs étaient moroses, un peu... C'était long à voir. Et au final, après Cincinnati, il y a un déclic, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on le sent mieux à Shanghai. Il gagne un Masters, si je ne dis pas de... Ouais, Masters 1000, ouais. Exactement, merci. À Bâle, il va jusqu'en finale face à Félix, et il réussit à prendre à être au Masters suite à la blessure de Tsitsipas. Mais moi, il m'a montré énormément de belles choses, et il m'a fait taire, donc je le mets dans mes tops. Et pour moi, il a fait une très belle fin de saison et une belle saison dans l'ensemble. Et même son match contre Djokovic là au Masters, il a quand même très bien rivalisé, et ça se joue ça se joue quand même dans un 3e set à sens unique, mais il a bien... Même à Wimbledon, c'était joué, ça avait fait 4 sets accrochés, donc il arrive à rivaliser face au meilleur. Timothée, ton top? Alors mon top, moi ça peut être un peu étonnant au vu du joueur, mais c'est Alexander Zverev. Alors on connaît l'histoire un peu de Zverev, il a été 3e meilleur joueur, 3e au classement ATP. Et l'année dernière, il a été touché par une grosse blessure à la cheville, on s'en souvient tous, c'était contre Nadal à Roland-Garros, où il tombe dans le tie-break du 2e set. Un scénario catastrophe pour Zverev, énorme blessure, il manque toute la fin de saison. Et au début de l'année, du coup, Zverev disputait ses premiers matchs depuis sa blessure en Australie. Et après, il a fait 2e tour à l'Open d'Australie, et on pensait que ça allait être une saison très compliquée pour lui. On a déjà vu des excellents joueurs avoir une blessure et plus jamais rejouer. C'est dur après avoir eu ça, de se remettre dedans. Ouais, on a vu des joueurs comme Dominic Thiem, comme Marat Safin, qui n'ont jamais su se remettre de leurs blessures. Et j'ai cru que ça allait être la même chose pour Alexander Zverev. Je pensais que ça allait être compliqué pour lui de reprendre son meilleur niveau de jeu. Et finalement, petit à petit, son jeu s'est remis en place. Il a bien joué à Dubaï. Je pense que ça a été un tournant un peu dans sa saison, parce qu'il était sur, je crois, 5 défaites en 8 matchs. Et après, il a enchaîné 2 ou 3 victoires à Dubaï.
Et ensuite, finalement, il fait des bons résultats. J'avais noté quelque chose. Il avait fait un quart de finale, je crois, à Roland Garros. Demi-finale à Roland Garros, quart de finale à l'US Open. Et finalement, il finit la saison 7e ATP alors qu'il avait énormément de points à défendre. Donc, grand respect à Zverev qui a su retrouver presque son meilleur niveau de jeu. Et c'est pour ça que je le mets dans mes tops. Ouais, et puis il gagne Hambourg, il gagne Chengdu. Personne au début de l'année aurait imaginé qu'il finirait au Masters parmi les 8 meilleurs jeux du monde et c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Flavien, ton top? Alors mon top, moi, alors c'est un petit peu facile parce qu'il est quand même 3e mondial, c'est Daniil Medvedev. Donc on l'avait laissé Daniil en 2022 avec un Medvedev plus du tout en confiance. C'est pas le Medvedev qu'on avait connu en 2019, 2020, 2021. Depuis donc sa défaite en finale de l'Open d'Australie face à Nadal en début d'année 2022 où il menait pour rappel 2-7-0, 3-2, 0-40. Nadal revient, il perd en près de 5h30 de jeu. Il avait dit en conférence de presse, c'est comme s'il y avait un petit enfant au fond de moi qui s'était brisé, quoi. Alors en plus le public l'avait pas du tout soutenu et ça s'est confirmé le reste de la saison, les résultats n'étaient pas du tout au rendez-vous. À l'Open d'Australie cette année, on a cru la même chose. Il perd au 3e tour ou en 8e face à Cornet 3-7. Et après, il était de retour, il est devenu injouable. Il joue Doha, il le gagne en battant Meurant en finale. Dubaï, il le gagne, il bat Djokovic en demi. C'est un des deux seuls, avec donc Sinner la semaine dernière, à battre Djoko sur dur cette saison. Ensuite, il fait finale à Indian Wells, titre à Miami. Sur terre battue, personne s'y attendait. Il remporte un Masters 1000 à Rome en battant 3 joueurs qui normalement sont meilleurs que lui, donc Zverev, Rune et Tsitsipas. Même lui, il s'y attendait pas, je pense. Même lui, non. Il y a encore 2 ans, il frappait la terre battue avec sa raquette. Il disait I hate this surface. Donc voilà. Et ensuite, même sur gazon, son meilleur résultat Wimbledon, demi-finale. Ouais. Il se fait allumer par Alcaraz, mais il était injouable. Et finale, bien sûr, à l'US Open. Le tournoi du Grand Chelem, je pense qu'il est le meilleur. C'est sa 3e finale. Et il est sorti des phases de groupe au Masters, même s'il perd face à Alcaraz. Donc super saison de Medvedev qui s'est retrouvé, qui est redevenu clinique avec ses défenses exceptionnelles, son service toujours aussi clinique. Donc voilà, c'est super de le voir 3e mondial. Alors juste un petit truc, vous n'avez pas parlé d'un seul joueur et je pense que vous ne le classez pas dans cette catégorie parce qu'il est peut-être trop haut, Novak Djokovic. Je pense que vous allez me dire pourquoi, mais on en a parlé juste avant, mais bon, sa saison elle est incroyable. Évidemment, c'est le joueur de la saison. Après, il est numéro 1 mondial, donc c'est assez logique. Mais oui, enfin, il est hors catégorie. On peut pas le comparer à des Zverev ou Medvedev cette saison, même Urkash. Enfin voilà, il est au-dessus. Et ça sert à rien de le mettre dans nos tops parce qu'il est dans le top de tout le monde, quoi. Au niveau des stats, juste pour rappeler sa saison, donc du coup, il a remporté son 24e titre du Grand Chelem. C'est un record, évidemment. Et cette saison, il a 55 victoires pour 6 défaites. Et donc, il termine l'année au premier au classement ATP. Ouais. Encore une saison monstrueuse de Djokovic. Un ratio incroyable. Il est bon sur toutes les surfaces. Bon, et peut-être s'il y avait un truc à retenir de mauvais dans sa saison, c'est sa finale à Wimbledon qui perd. Encore mauvaise. Il fait 4h42 pour le Il fait un excellent match et après, à certains moments, il a presque des balles de match. Je crois il est à 2-3 points de c'est une des rares fois on voit Novak, je dirais pas de choc, mais pas être clutch dans les moments importants. Il a 2 balles de 7 dans le tie-break du 2e, donc 2 balles de 2-7-0. Il fait 2 fautes directes en revers. Il a des balles de break en début de 5e. Il les fait pas. Il fait une espèce de volée haute. Alors pas si simple que ça, mais il la met dans le filet. Et finalement, il voit Alcaraz s'imposer. Mais la saison, elle est absolument monumentale. Il a plus rien à prouver, Djoko. Il a 36 ans et physiquement, on dirait qu'il en a 20. Il avait dit plusieurs fois d'ailleurs de 30 years old is the new next gen ou quelque chose comme ça. Donc il est absolument phénoménal. Et en fait, on dirait qu'il est imbattable. On dirait que c'est impossible, en tout cas en 3-7 gagnants, d'arriver à le vaincre. Je sais pas ce que tu penses, mais on a l'impression même qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra s'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun déclin ou quoi que ce soit. On se dit que chaque année, c'est comme le bon vin, quoi. Ouais. Il vieillit bien. Il a 24 grands chelems, on se dit qu'il peut étaper les 30, 10 de plus que Federer. De toute façon, avec lui, c'est 30. Non, mais tu vois, j'abuse, mais on a l'impression qu'il va jamais s'arrêter. Non, on se demande qui peut le battre, en fait. 30, c'est possible. Je te dis ça parce que 30, c'est quand même, envisageable. Réel, hein, quand même. Mais ça semble quand même complexe. Malgré son physique qui est parfaitement géré par le Serbe qui contrôle parfaitement tout ce qu'il mange, tout ce qu'il boit. Je te coupe, il y a beaucoup de blessures, de petites blessures dans les matchs où on voit qu'il met du temps. Après, il en joue beaucoup. C'est un peu un comédien quand même. C'est un peu un comédien, mais on sent que
Par contre, physiquement, il a des petites faiblesses, il a des petites blessures qui commencent à arriver, mais même si tu l'as dit, il a des petits trous d'air dans ses matchs, mais ça, je pense que c'est avec l'âge de temps en temps. Mais par contre, dès qu'il faut finir, dès qu'il faut plier le jeu, dès qu'il faut être clinique, il est là. Dès qu'il faut gagner un tie-break du 3e set, il est là. Dès qu'il faut finir un match en 5-7, il est là. On l'avait vu à l'US Open face à Jerry, il était mené 2-7-0. Je pense pas qu'il était inquiété. Oui, mais tu vois, il mène 2-7-0, il a une marge, il met 6-1, 6-1, 6-3. Donc il a une marge par rapport aux autres qui est phénoménale. Son niveau moyen, il est meilleur que le niveau max de la majorité des top 10. Donc c'est pour ça qu'ils sont plein jouables. Allez, on va passer à vos flops maintenant. Louis, je te laisse commencer par ton flop de la saison, même peut-être si t'en as plusieurs. Non, j'en ai qu'un. Moi, c'est Casper Ruud, qui m'a énormément déçu. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup et moi, il me frustre par son laxisme et ses habitudes. En fait, il sort pas de sa zone de confort. Et ça, c'est ça qui m'énerve. Après, je suis un petit peu surpris, Louis, parce que c'est quand même le finaliste de Roland-Garros de cette année. Bon, il a fait un gros Roland-Garros, mais à part ça, c'est vrai que c'est pas une saison à venir. Mais il y a quand même Roland-Garros. Il y a quand même Roland-Garros, mais j'ai envie de rebondir sur Wimbledon. Il sort dès son entrée en lice face à un Anglais. C'est un Anglais, ouais. Il se prend 6-0 au 5e set. Voilà. Liam Brody. Exactement, merci. Et quand il perd, il sourit en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. J'ai l'impression qu'il choisit ses tournois, qu'il choisit quand il va être bon. Il va souvent à Bastad en Suède pour prendre des 6-0 au 2e set face à Rublev en finale. Moi, j'ai envie qu'il découvre autre chose. J'ai envie qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il travaille son revers. Il y a plein de choses en fait qui pourraient être tellement meilleures et j'ai l'impression que pour lui, il se contente de ça. Il se contente de 2 finales à Roland-Garros où il perd face à un Nadal qui est sur un pied. Il perd face à Djokovic, pareil, pas qui était à sa portée, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. Et c'est ça qui me... Oui, en fait, toi, tu le mets dans les flops plutôt par frustration, parce que tu t'attends à voir un joueur d'un niveau exceptionnel et qu'au final, il n'a pas le rendement qu'il devrait avoir. Exactement. Après, je suis d'accord avec toi, Louis, sur le fait qu'on peut reprocher à Ruud de ne pas se lancer d'énormes défis. Mais je trouve que son niveau de jeu, en tout cas son style de jeu, ne peut pas espérer devenir... top 3 ou top 4 à long terme. Mais dis-toi qu'il est passé à un match, même à 2-7 en finale de l'US Open. Il est numéro 1 mondial. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, 2019, le contexte était... voit Roland, qu'il est 50e, jamais je me dis le mec, il peut être top 3, tu vois. Il avait fait la saison de sa vie. Franchement, il avait fait une super saison et bravo à lui. Mais je pense que il est quand même limité dans son niveau de jeu. T'as parlé de son revers qui est vraiment moyen, et à part ça, en fait, il manque il surprend pas en fait. Du coup, petit à petit, à partir du moment où tu le connais, où tu as vu ses matchs, et tu sais qu'il pourra pas vraiment t'impressionner comme ça. Et si je peux rebondir sur ce qu'il dit, les joueurs vont s'adapter. Des joueurs comme Rune, Zverev, qu'il a éliminé à Roland-Garros cette année, vont s'adapter, vont être meilleurs que lui, et au final, il va peut-être s'arrêter cette fois en demi, l'année prochaine en quart, en 8e. S'il n'arrive pas à avoir ce tonus, s'il n'arrive pas à avoir cette envie s'il n'arrive pas à se réinventer, pour moi, il pourra jamais refaire une saison comme en 2019. Et je rebondis sur ce que tu dis, mais il y a juste un exemple à regarder, la finale de Roland-Garros. Premier set, presque monstrueux de la part de Ruud, et au final, Djokovic s'adapte rapidement à son jeu, et derrière, il déroule. En fait, le problème avec Ruud, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas cette rage de vaincre. Quand il joue, il est tout le temps lisse, il sert jamais le point. C'est assez étonnant. Toutes les grosses finales qu'il a disputées, en fait, Masters 1000, Masters Roland, même s'il joue des monstres sacrés, il n'arrive jamais à prendre ne serait-ce qu'un set. Il a que des 250 Ruud, alors qu'il a été numéro 2 mondial. Donc c'est assez décevant finalement. Après, tu reviens sur son caractère un peu sur le terrain, le fait qu'il soit lisse, etc. On peut lui reprocher, après il est comme ça. Oui. C'est pas un joueur comme Holger Rune qui va serrer le poing et qui va chambrer le public, ou Daniil Medvedev, mais après il est comme ça. On en a connu des joueurs... et joueurs comme ça, même peut-être pas Federer, mais il est un peu plus... Oui, non, mais Federer, Borg, ils étaient placides, ils montraient rien. Mais tu vois, ils avaient la rage de vaincre, tu le sais. Ruud, t'as pas cette impression avec lui. Ouais. Allez, Timothée, on va passer à ton flop maintenant. Ouais, moi c'est une grande déception cette année, Félix Auger-Aliassime. Ouais. Il finissait 2022 avec 3 titres consécutifs et une Coupe Davis remportée avec le Canada. Titre à Florence, Anvers et Bâle. Et cette année, il vit une saison, il
a vécu une saison hyper compliquée. D'abord, il a été malade, il a eu, je crois, un Covid long. Ensuite, il a été blessé. Enfin, saison hyper galère pour lui. Et il fait 4e tour à l'Open d'Australie. Et après, stat un peu effrayante, il passe plus un tour en Grand Chelem. Il fait premier tour à Roland, premier tour à Wimbledon, premier tour à l'US Open. Et heureusement, il remporte un titre en fin de saison à Bâle qui sauve un peu sa saison, parce que je crois que sans ce titre, il était tout proche de sortir du top 50 alors qu'il était 6e ou 7e mondial fin 2022. Donc voilà, c'est mon flop, Félix, même s'il est très gentil et qu'il a toujours la banane. C'est une saison compliquée pour lui. C'est un des plus grands tennisman. Ah oui, bien sûr. Des pépites, quoi. Ouais, c'est ça, mais bon, là, il a vécu une saison hyper compliquée. Il n'arrivait pas à mettre son jeu en place et évidemment, il a été hyper malchanceux, toutes ses blessures, ses maladies. Donc voilà, c'est mon flop, mais j'espère qu'il pourra se relancer la saison prochaine en 2024. Et Flavien, maintenant, on va passer à ton flop maintenant de la saison 2023. Alors moi, ça me fait un peu de mal d'avoir choisi en flop, mais bon. C'est Dominic Thiem, donc Thiem qui était il y a encore ne serait-ce que 2 ans un potentiel futur numéro 1 mondial. Il a gagné l'US Open, fait des finales à Roland Garros, une à l'Open d'Australie, des finales au Masters, et aujourd'hui il est 97e mondial alors qu'il a fini plusieurs saisons d'affilée dans le top 5. Donc pour rappel, il gagne l'US Open en 2020 et c'est un peu la concrétisation d'une carrière pour Thiem. Et petit à petit, la rage de vaincre, comme je parlais pour Ruud d'ailleurs, elle va un petit peu s'estomper parce que voilà, il a réussi son objectif. Et en plus de ça, en 2021, il va se blesser assez gravement au poignet pendant la saison gazon. Je crois que c'était à Majorque, donc une blessure assez grave. Mais là, ça fait des mois, c'est même peut-être plus d'1 an qu'il s'est remis de cette blessure. Mentalement et physiquement, il n'y était plus. Et là, ça fait 1 an qu'il a plus de problème, que son tennis normalement est de retour et il n'arrive pas. Il fait que des hormis à l'US Open où il bat Bublik, mais Bublik il met pas une balle dans le court. Il fait que des premiers tours. Bon, contre Rublev à l'Open d'Australie, c'est normal. À Roland Garros, il perd en 5-7 contre Pedro Cachin alors qu'il est double finaliste. À Wimbledon, je sais même plus contre qui. Ah oui, contre Tsitsipas, mais c'était accroché. Donc voilà, il me fait beaucoup de peine, Dominic Thiem. Il fait partie de ces joueurs, contrairement à Zverev d'ailleurs. Tu parlais de Zverev tout à l'heure. Lui, il a une blessure aussi extrêmement grave au pied contre Rafa. Pourtant, il est revenu très vite au meilleur niveau. Il a retrouvé son tennis et sa motivation. Et Thiem, il n'y arrive pas et ça me fait beaucoup de peine de le voir dans les bas-fonds du classement. Puis on a l'impression que avec Dominic Thiem, c'est plus un problème psychologique qu'un problème physique. Ah oui, parce que physiquement, ça y est, il a plus de blessure, il est remis. Il envoie encore des cachous en coup droit, en revers, en service. Il a toujours cette jolie main. Il peut nous faire des revers longs de ligne, etc. Mais des petites amorties en volée. Mais son tennis, il est là. La tête, il est plus. C'est vraiment dommage pour Thiem. Il fait malheureusement partie de ses talents gâchés par le mental, malheureusement. Sa carrière n'est pas terminée, hein, mais bon. Bien sûr, mais bon, il était à un pic de forme, quoi, pic de sa carrière. C'est le seul mec qui, en 2019, 2020, même 2018 à 2020, c'était le plus gros concurrent du Big Three. Il a battu, je crois, 5 fois Federer en 7 matchs. Il a battu 2 fois Djokovic à Roland Garros. Il a battu Nadal sur terre en 2016, 2017, 2018, 2019. Enfin, le mec, c'était un monstre. Il faisait peur à tout le monde sur le circuit. Et ça fait vraiment de la peine de le voir là. Si je peux faire l'avocat du diable, on a quand même de bonnes prémices, surtout à Kitzbühel où quand même il va jusqu'en finale. Bon, c'est un tournoi pas très relevé, mais il arrive quand même à s'extirper. Et bon, il perd contre Sergio Baez, mais il y a quand même de belles choses. Mais bon, c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on avait vécu. Ouais, Kitzbühel, la demi-finale, il bat, je crois, Djere d'ailleurs au tie-break du 3e set. Il sauve 5 balles de match. Je me dis, il peut aller chercher son premier titre, ça faisait plaisir, mais bon, il s'est fait dominer en finale. C'est le seul bon résultat de cette saison, j'ai envie de dire, pour Thiem. Mais bon, on espère le meilleur pour lui pour la suite. On va maintenant se projeter, après avoir débriefé un petit peu cette saison 2023, on va se projeter sur l'année 2024, la saison 2024, où évidemment, une année olympique, comme on peut le dire, avec forcément les JO vont compter dans cette année, vont compter surtout pour un homme. Novak Djokovic peut-il aller décrocher le grand chelem doré comme on l'appelle, c'est-à-dire remporter tous les tournois du grand chelem plus les Jeux Olympiques, Timothée ? C'est possible, hein. au vu de sa fin de saison, il est capable de tout, Djoko. Après, remporter les 5 tournois quand même, ça semble il a échoué de peu en compliqué. 2021, il faut le rappeler. Oui, bien sûr, ouais, non mais. Après, il perd les JO, mais il perd aussi l'US Open, du coup. Mais c'était un peu la continuité en 2020. Ouais. Mais oui, c'est possible. Après, moi, je le vois quand même tomber au moins 1 ou 2 fois. On voit Sinner qui revient très bien, Alcaraz aussi, qui peut faire une super saison, et même à Roland faire une perf. Non, je vois quand même pas Djoko remporter les 5 tournois cette saison, mais peut-être 3 ou 4, ça peut être faisable. Louis, tu le vois remporter ces 5 tournois ?
Je vais répéter ce qu'a dit Timothée, mais il y a une possibilité où il peut le faire. On parle de Novak Djokovic, un monstre dans son sport, mais bon, il y a des joueurs comme Alcaraz, peut-être des Sinner, je dis n'importe quoi, mais en gros, quelqu'un qui va peut-être remporter son premier Grand Chelem. Tout est possible. Et Rune. Peut-être. Mais en tout cas, c'est possible, mais allez, à 40%. 40%. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Flavien. Est-ce que j'y crois ? Non, je pense pas. Est-ce que c'est possible ? Il est capable de tout. Il a déjà prouvé à de maintes reprises. Après, il faut rappeler qu'il y a 3 ans, donc lors des derniers JO, c'était à Tokyo en 2021. Il n'a pas su résister à la pression. Son coach, Marianne Vajda, qui lui avait conseillé de ne pas aller aux Jeux Olympiques. En plus, il faisait une chaleur là-bas, il faisait 40 degrés au soleil et tout. Il lui avait conseillé de ne pas y aller pour être dans les meilleures dispositions possibles à l'US Open afin de réaliser le Grand Chelem calendaire. On voit qu'il perd en demi-finale au JO face à Zverev alors qu'il mène 1-7, 1 break. Il n'a pas non plus réussi à faire le Grand Chelem calendaire. Donc peut-être qu'il organisera mieux son calendrier ATP la saison prochaine. Je le vois pas trop aller à Indian Wells, Miami ou des petits tournois comme ça, Banja Luka, etc. C'est bête à dire, mais maintenant il a l'expérience. Il a l'expérience d'avoir déjà échoué ça, et maintenant peut-être qu'il a la clé pour aller chercher les 5 grands chelems. C'est le seul truc qui lui manque, la médaille d'or olympique. Il a tout, je sais pas combien de Masters 1000 de grands chelems. La médaille olympique, elle lui a toujours échappé. Il en a une seule, entre guillemets, en bronze. C'était en 2008 à Pékin. 2012, il perd contre Del Potro pour la médaille de bronze, donc la petite finale, on va dire. 2016, il se fait sortir en larmes, pour ceux qui voient les images, par Del Potro au premier tour. Il a défait donc face à Zverev. Et en 2021, il a même pas la médaille de bronze parce qu'il perd contre Carreno Busta en petite finale. Mais ouais, je pense que t'as raison sur le fait que maintenant c'est plutôt toi qui l'avais dit d'ailleurs, mais il a l'expérience maintenant des JO, et aussi une chose complètement différente, les JO maintenant vont jouer à Roland Garros, donc il connaît parfaitement les conditions, alors que là c'était à Tokyo, je sais pas si c'était dans la même enceinte que le tournoi de Tokyo, j'imagine, mais il connaissait sans doute beaucoup moins les conditions vu qu'il il est pas du genre à aller jouer l'ATP 500 de Tokyo tous les ans, donc Djoko à Roland, évidemment ça peut faire peur. Après il y a évidemment le retour de Rafael Nadal qu'on attend aussi, et à voir dans quel état de forme on va le retrouver, mais il pourrait peut-être aussi le titiller pour remporter lui un nouveau sacre au JO. On va maintenant se projeter sur la saison des Français en 2024. Pour rappeler, les Français, c'était pas le top en 2023. En tout cas, on a eu une saison en demi-teinte avec quelques titres. On l'a dit, Manarino, Monfils ou Humbert. Mais de l'autre côté, en Grand Chelem, c'est une seule qualification en deuxième semaine. C'était Caroline Garcia. Chez les hommes, rien du tout. Flavien, qu'est-ce que tu espères des Français en 2024 ? Comme tu l'as dit, il faut être réaliste. On n'attend pas grand-chose d'eux, en tout cas dans les tournois du Grand Chelem. On a beau être une des grandes nations de tennis, on a Roland Garros, on a Bercy, on a Monte Carlo. Les résultats ils sont pas là. Le dernier joueur français à avoir atteint une finale en Grand Chelem, c'était Tsonga en 2008, donc il y a une quinzaine d'années. Même un gros résultat en Masters 1000, à part peut-être Hugo Humbert qui est numéro 1 français, j'y crois pas trop. Peut-être des titres en 250, voire en 500 comme l'ont fait Monfils, Fils, ou encore Manarino cette année. Et Gasquet. Et Gasquet aussi, à Auckland, juste avant l'Open d'Australie. Pourtant, le tennis français, on est la nation la plus présente dans le top 100. J'ai calculé il y a quelques jours, on a 12 ou 13 joueurs français dans le top 100. Mais le problème, c'est que c'est bien beau d'avoir des joueurs dans le top 100. Mais ils sont mal classés. Mais le numéro 1, il est 20. Et je pense, il y a quelques années, lorsque ça critiquait Simon, Gasquet, Tsonga et Monfils, qui étaient quasiment régulièrement dans le top 20, voire dans le top 10 mondial pour certains. Quand on voit le tennis aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce qu'ils ont fait il y a certaines années, c'était super. Donc c'est dommage. Timothée ? Moi je suis plutôt d'accord avec Flavien sur le fait que on ne doit pas forcément attendre des Français des deuxièmes semaines de Grand Chelem ou des quarts de Masters 1000, et encore moins d'une perf sur terre battue aux Jeux Olympiques, parce qu'on sait que Manarino n'est pas un spécialiste. Humbert a fait quelques bonnes performances sur terre battue cette saison, mais c'est quand même pas sa surface de prédilection, donc je suis pas sûr qu'on doit attendre les Français dans ces tournois là. Par contre, moi je veux plutôt voir Arthur Fils cette saison, parce que c'est pour moi le plus grand espoir des Français, parce qu'il a le physique et il a encore une énorme marge de progression, plus que Lucas Van Haché. Pour moi, donc c'est surtout sur Arthur Fils que je vais être attentif cette saison, et je le vois bien peut-être accrocher un top 25 ou top 20 à la fin de la saison. Et toi Louis, qu'est-ce que tu espères des Français cette saison ? On reste dans la continuité, parce qu'on a vu une progression
du côté de Manarino, Humbert, leur jeu se bonifie et devient de plus en plus complet. On a des bons jeunes comme Von Haché, même si il a quand même encore des bêtes noires. Il a du mal à dépasser un palier. Fils, c'est très très prometteur. Justement, il butait souvent face à Davidovich Fokina. Il réussit à le battre. Et il va jusqu'en demi-finale de l'ATP 500 d'Hambourg. On a plein de petites promesses et je trouve que le tennis français va de mieux en mieux et commence à se relever. Et on va, juste avant de passer au jeu, on va faire un petit top 3 du classement ATP de la saison 2024. On va commencer avec toi, Flavien. Qui vois-tu déjà en premier? Moi, je garderai le même classement, je pense, que cette année. Okay. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev. Timothée? Sur le principe, je serais plutôt d'accord avec Flavien, mais pour changer un peu, je verrais bien Djoko 1, Alcaraz 2 et Sinner 3. Et peut-être Rune 4. Ok. Il me l'a volé. Il t'a volé Rune? Non, pas Rune. Pour moi, c'est Djoko 1, Carlos 2 et Sinner 3. Ok, donc vous êtes à peu près quand même d'accord sur sur ce classement. Sur le Djoko 1 en tout cas. S'il termine encore numéro 1, c'est lunaire. On va maintenant passer au jeu. Donc ça va être une mort subite. Donc le premier qui me donne un nom, maintenant je peux vous le dire, sera éliminé. Vous allez devoir me donner les 10 derniers vainqueurs du Masters en simple. Donc, les 10 derniers vainqueurs différents ou sur les 10 dernières éditions? Il faut que je précise, c'est différent parce que évidemment on ne fait pas par édition. On fait pas par édition parce que si on fait par édition, évidemment, il y a des gens qui vont se répéter beaucoup. Donc les 10 derniers vainqueurs, Louis, je te laisse commencer. Merci. Djokovic. Évidemment, Novak Djokovic. Federer, bien sûr. C'est pas dans l'ordre chronologique? Non, c'est pas dans l'ordre chronologique. Là, c'est vraiment les 10 derniers vainqueurs. Il y a eu Alexander Zverev. Ouais, Alexander Zverev, c'est bon. Louis? Nadal. Rafa Nadal, c'est pas bon. Louis, c'est une il a jamais gagné dans sa carrière. Il lui manque que ça, Medvedev. Medvedev, c'est bon. On a eu Grigor Dimitrov en 2017. Évidemment. En plus, tu me donnes la bonne date, donc c'est parfait. Je peux revenir. Alors, je pense que tu pourras revenir après parce que ça va se corser. Vas-y, Timothée. Tsitsipas. Ouais, Tsitsipas, c'est bon. 2019. En 2016, on a eu Andy Murray. Parfait. J'ai la date en plus, donc parfait. Alors là, ça va commencer à remonter un peu puisque c'est avant Djoko et Federer. Alors là, il vous en reste exactement 3 et je peux vous dire que là, c'est pour les puristes. Ok. Je sais pas si c'est assez récent, mais je dirais Gustavo Kuerten. C'était 2000, non, ça marche pas. Flavien pour la victoire. Il y a eu Davydenko en 2009. Ah oui, Davydenko. David Nalbandian en 2005. C'est un perfect, et vas-y. Et le dernier? Ouais. Avant Nalbandian, du coup? Ouais. On a eu 4 Federer, 3 Federer. 2002, Leighton Hewitt. Ouais, voilà. C'est une masterclass de Flavien qui remporte ce jeu. C'est la fin donc de cette émission. Merci à vous d'avoir pu débattre autour de cette saison 2023 de tennis. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle émission qui ne sera pas du tennis. On se dit à la prochaine. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux.